Mesdames et messieurs, la première table ronde, dont je suis le modérateur, porte sur les ruptures et innovations qui ont eu lieu, qui sont intervenues sur le champ de bataille en 1914-18. Alors, ruptures et innovations qui sont intervenues dans des domaines nouveaux, le domaine de la communication à distance, le domaine du moteur combattant terrestre, les chars, le domaine de la troisième dimension. Alors, ces domaines avaient été négligés avant la guerre, et ce qui avait mené à l'échec en fait de la guerre imaginée, dans la mesure où l'on imaginait que la guerre serait de courte durée, comme nous l'a rappelé le professeur Soutou, et qu'elle serait remportée en une seule grande offensive décisive, en une seule bataille décisive. Cette guerre imaginée échoue donc du fait que les nouveaux domaines ont été négligés, du fait du décalage qui se produit entre une puissance de feu considérable et une mobilité tactique sur le champ de bataille et des moyens de communication également sur le champ de bataille qui sont insuffisants. Voilà, donc ce blocage, cette situation de blocage, ce décalage amène à un blocage de la tactique, à l'enlisement des opérations dans la guerre des tranchées. D'importants efforts sont effectués dès 1915 pour sortir de l'impasse, mais le problème, c'est que les représentations de la guerre restent inchangées. On a toujours l'idée que la guerre sera courte et qu'elle sera remportée grâce à une offensive décisive, une offensive de rupture qui permettra ensuite de battre rapidement les armées ennemies. Alors le problème de cette vision de la guerre, de cette manière dont on se représente la guerre, eh bien, c'est qu'elle n'encourage guère et des programmes d'armement dans la durée. Donc, chaque fois qu'une offensive se prépare, on annonce une victoire rapide et les industriels, eh bien, arrêtent leur programme d'armement. Donc, les efforts qui sont faits pour sortir de l'impasse sont menés de manière improvisée. Il manque de cohérence. Et exemple des chars, par exemple, la production des chars se fait en ordre dispersé avec deux modèles, le Schneider, le Saint-Chamond, et d'importants retards se produisent dans la production de ces engins. Il faut en fait attendre la mi-1917 pour qu'un changement radical intervienne dans les représentations de la guerre. Cette fois-ci, on considère que la grande offensive décisive n'est plus possible, qu'il n'est possible de mener que des offensives limitées, offensives qui seront d'ailleurs peut-être précédées d'opérations défensives. Et ça n'est qu'une fois que ces offensives limitées ont été menées, auront permis d'user l'ennemi, que l'offensive décisive sera nécessaire. Donc on admet à partir de la mi-1917 que la guerre sera longue. À partir du moment où on admet que la guerre sera longue, eh bien, il devient possible de s'organiser, de consentir d'importants efforts de manière méthodique. Et c'est ainsi donc que les nouveaux domaines vont pouvoir connaître d'importants progrès et jouer un rôle clé dans le tournant de 1918. Alors, ces deux nouveaux domaines vont vous être présentés par le général Jean-Marc de Goulange pour les communications à distance, avec deux interventions, la première sur les transmissions avec et sans fil, la deuxième sur les écoutes téléphoniques et radio. Ensuite, le colonel Thierry Noulins traitera du moteur combattant terrestre, c'est-à-dire de l'artillerie d'assaut et des chars, et non pas de l'aviation. Hein. Je vous prie de nous excuser, hein. De petites erreurs se sont produites dans le programme tel qu'il vous a été diffusé.
Ensuite, le lieutenant-colonel Champeau traitera de la troisième dimension à travers une communication sur l'aviation de reconnaissance, d'observation, de chasse et de bombardement, une communication et qui l'a préparée avec M. Gilles Aubagnac, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Voilà, la parole donc est maintenant au général de Goulange, qui va intervenir donc sur les communications à distance. Donc 2 exposés successifs de 20 minutes. Bien, messieurs les officiers généraux, messieurs les officiers, mesdames, messieurs. Donc cette première intervention pour vous parler du commandement et des transmissions. Alors forcément, c'est une gageure de vous expliquer autant de choses en si peu de temps. Donc il y aura des raccourcis, mais je pense que l'essentiel sera quand même dit. Tout d'abord, voyons l'aspect commandement. Dès que la guerre va démarrer, comme c'était prévu au départ, vous avez 2 grandes zones qui vont se mettre en place sur le territoire, une zone de l'intérieur et une zone des armées. Au niveau de la zone de l'intérieur, pour ce qui concerne les communications, on trouve directement impliqué le ministère des Travaux publics avec le sous-secrétariat d'État au PTT, le ministère de la Guerre, et plus particulièrement, dans l'état-major général, la 4e direction, qui est en lien direct avec l'établissement central de la télégraphie militaire et un petit peu plus tard, l'établissement central de la radiotélégraphie militaire. Et ensuite, on rentre dans la zone des armées, où à l'arrière de cette zone, on trouve le grand quartier général, qui dispose d'un certain nombre de moyens de communication sur lesquels je vais revenir juste après, et plus en avant, la zone des armées avec directement les moyens de combat. Ici, vous avez représenté par couleur les brassards, blanc et rouge, tricolore, rouge ou bleu, selon le cas, qui étaient portés par les officiers d'état-major afin de se faire reconnaître immédiatement du niveau d'emploi où ils se trouvaient. Alors, concernant cette application, l'organisation du commandement va connaître très peu d'évolutions au cours de la guerre. Les seules évolutions vont arriver après la course à la mer, au mois d'octobre, où pour la première fois, compte tenu de la masse qu'il y a commandée, le 3e bureau donnera son aval pour qu'on crée un groupe provisoire du Nord qui sera confié au général Foch. Ce groupe provisoire deviendra le groupe d'armée du Nord. Et en 1915, janvier et juin, on trouvera le groupe d'armée de l'Est et le groupe d'armée du Centre. Et ensuite, au fur et à mesure, on verra que les armées ne seront plus directement statiques au niveau de leur organisation, puisque comme le verra la 2e armée, qui était engagée en Lorraine, son état-major basculera au moment de la course à la mer, à l'ouest de Compiègne, pour engager cette course à la mer, et les moyens qu'elle commandait passeront sous la coupe de la 1re armée, en Lorraine. Au niveau des moyens de transmission, tous les moyens que vous aviez là, que ce soit du niveau compagnie, du niveau section, du niveau groupe, étaient là pour satisfaire le besoin en liaison du commandement, et le niveau supérieur avait pour mission de raccorder le niveau inférieur. Tout était prévu pour une guerre de mouvement, avec quand même une nuance, compte tenu des dotations qui étaient en vigueur. On peut se poser réellement la question si ces moyens auraient suffi en cas de percée et de rentrer dans le territoire allemand, puisque les Allemands, comme nous-mêmes on l'a procédé lors de notre retraite, détruisaient tous les moyens de communication au fur et à mesure de leur recul. Et surtout, ce qui a amené une certaine incompréhension parfois dans les ordres, côté télécommunications, absence de subordination technique entre les différents niveaux. Chacun était maître dans sa zone. Le régiment qui mettait sur pied tous ces moyens dans la zone avant des armées était le 8e régiment du génie, de création récente, décidé dès 1912, mais réellement mis sur pied en 1913, qui représentait 4 000 hommes et à mobilisation passé à 7 000 hommes pour armer une centaine de détachements, essentiellement en métropole. Les moyens dont ils disposaient, des moyens télégraphiques à haut rendement, du matériel Lux qui permettait d'envoyer des messages directement lisibles à la réception, pareil avec les moyens Baudot,
Ces deux moyens disposaient d'une imprimante qui mettait en clair le texte, et puis des moyens télégraphiques électriques Morse, qui étaient notamment en vigueur au niveau des corps d'armée et des armées. Et pour la téléphonie, des téléphones civils de type Marty pour les états-majors, et pour les unités sur le front, on trouvait différents types, à la fois des postes de type génie, de type artillerie, de type cavalerie, de type infanterie. 4 types de téléphones pour la même fonction. Concernant la radiotélégraphie, eh bien, tout a commencé réellement pour l'aspect militaire en 1907, avec le village Ferrier, au pied de la Tour Eiffel, où le lieutenant-colonel Ferrier, même capitaine à l'époque, a commencé à travailler pour mettre un réseau de télécommunications avec les grandes places de l'Est. Il y a une démonstration qui a été faite de l'efficacité de ces moyens pendant la campagne du Maroc. Et par la suite, on a commencé à avoir des choses de plus en plus performantes. Notamment, on a enterré le poste de la Tour Eiffel, non pas pour des raisons de protection, mais surtout parce que ça faisait énormément de bruit. Et pour éviter ce bruit, la mairie de Paris a accepté, effectivement, qu'on enterre ce poste, qui existe toujours, au milieu du Champ de Mars. Et on a commencé à motoriser les stations hippomobiles qui étaient engagées au Maroc sur des voitures de l'âge. Et il fallait 2 voitures pour une station. Sans oublier des moyens de secours, tout ce qui était télégraphe optique, à base de pétrole d'acétylène ou héliographe, et les colombiers pour les pigeons voyageurs militaires. Alors comment tout ça a évolué au fur et à mesure que la guerre s'est déclenchée? Alors là, vous avez un extrait du journal de marche et des opérations de la compagnie télégraphique de la 2e armée. Vous avez donc la frontière en pointillé rouge. Et là, on est le 20 août. Alors si j'ai pris cette date, c'est qu'elle est intéressante puisqu'elle correspond à la bataille de Morhange pour le 20e corps du général Foch. Et on s'aperçoit que la plupart, le gros, je dirais, de l'armée, on a son PC qui est à Vic-sur-Seine, donc qui est en territoire allemand, et 3 corps d'armée qui sont en territoire allemand, un groupe de division de réserve qui est sur la frontière. Et dès que la bataille s'engage, eh bien, on voit qu'à partir de 12 heures, on commence à replier le dispositif parce que les Allemands nous contrent. Et quand on va un petit peu plus loin, le 21 au matin, vous voyez qu'on a bien reculé, puisqu'on n'est plus du tout en territoire allemand, on se fait replier sur Nancy. Alors quand vous voyez une ligne avec un rond marqué PA poste d'armée, c'est l'équivalent d'un télégraphe, d'un téléphone. Il n'y a rien de plus. C'est excessivement sommaire. Ce qui assure la liaison, c'est essentiellement des officiers d'état-major, d'où les brassards, qui se déplacent ou à cheval ou en auto. Et quand ils trouvent un téléphone civil, c'est là où ils rendent compte. Au niveau des besoins, dès ces premières semaines de bataille, on a bien compris qu'il fallait y avoir une grande réactivité et une grande rapidité, notamment dans les communications de chef à chef, et ça, ce n'était pas le cas auparavant, une remontée rapide d'informations et de renseignements, une diffusion rapide des ordres ou des contre-ordres, une coordination des actions, notamment entre l'artillerie et l'infanterie, et être en mesure d'employer de nouvelles capacités, notamment dans le domaine de l'artillerie lourde, et plus tard de l'aviation. Tout ça a eu un impact forcément sur les moyens de transmission. Alors là, vous avez toujours le même détachement de la 2e armée, mais vous le voyez 1 mois plus tard, le 23 octobre, et là, enfin 2 mois plus tard, le 23 octobre, lors de la course à la mer. Et on n'a plus des postes d'armée avec un seul fil, mais par contre, on voit une multitude de lignes qui sont toutes des lignes téléphoniques, et en pointillé seulement 3 lignes télégraphiques. On a complètement changé de rapport de force, si je puis dire, dans les moyens de communication, où le télégraphe, en début de guerre, était le roi des télécommunications, au profit du téléphone, qui est devenu l'outil à tout faire pour commander. Donc le téléphone supplante complètement le télégraphe. Avec la guerre des tranchées, une fois que le front s'est stabilisé de la mer du Nord à la Suisse, il y a des nouveaux besoins qui sont apparus, qui ont un impact sur les moyens de transmission. Alors déjà, on veut du téléphone et on en veut partout, à tous les niveaux. L'artillerie devient un très gros demandeur de ces moyens en téléphonie. Et il faut développer de véritables réseaux de téléphones dans les tranchées et qui résistent au bombardement. Et ensuite, on commence à avoir des besoins pour pouvoir discuter avec des aéronefs afin d'avoir des liaisons entre l'avion et le sol,
à la fois pour guider les tirs d'artillerie, mais également pour voir la progression de l'infanterie, aussi bien amis quand on attaque que ennemis lorsque c'est les Allemands qui attaquent. Des liaisons de proximité pour l'infanterie et des signalaires optiques pour avoir des moyens de substitution en cas de problème. Donc sur les matériels, eh bien, voilà les conséquences que ça a eu. Pour le téléphone, on a standardisé tous les moyens. On n'avait plus qu'un seul modèle de téléphone de campagne. On a généralisé l'appel magnétique parce qu'auparavant, vous trouviez soit de l'appel vibré, donc c'était un buzzer, il fallait l'entendre. C'était bien pour les artilleurs qu'il y avait le casque en permanence sur les oreilles, mais c'était beaucoup moins bien pour les états-majors. Et dans le bruit des tranchées, on avait parfois du mal à l'écouter. Alors que l'appel magnétique, c'est vraiment la sonnerie, comme le 8, pour ceux qui connaissent. La fabrication a été intensifiée. On est monté à des cadences en 1917 à 6000 postes par mois, puisqu'on fournira une partie des moyens de communication à l'armée américaine. On va fabriquer des nouveaux câbles, notamment sous plomb, pour les protéger de l'artillerie en quantité extraordinaire. Vous verrez à la fin le tableau de synthèse. Et pareil pour les postes TSF, en les ont spécialisés aussi bien avions-artillerie que avions-infanterie et chars sur la fin de la guerre. Des moyens de communication portables pour l'infanterie et enfin des signaleurs de plus grande dimension pour être vus dans la brume et tout le brouillard de la guerre qu'il pouvait y avoir avec les explosions, le gaz, les fumigènes, etc. Pardon. Tout ça va amener également des évolutions. Évolution dans l'organisation du commandement concernant le commandement des transmissions. Le niveau inférieur est subordonné au niveau supérieur. On coordonne enfin les actions des transmissions, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et on crée en plus une fonction de commandant des transmissions, entre parenthèses, au niveau du grand quartier général qui n'existait pas. Donc là, on a une véritable cohérence sur l'ensemble de la mise en œuvre des moyens. Et le 8e génie, pour satisfaire tous ses besoins, verra ses effectifs passer de 7 000 à 55 000. Alors voilà le type de réseau qu'on pouvait mettre pour avoir un réseau maillé. Et toutes ces mailles, il y avait des boîtes de coupure qui permettaient tout de suite de réaiguiller les circuits en cas de destruction. On a mis en place un véritable réseau de maillage déjà à l'époque. Donc là, vous avez l'arrivée des rames qui arrivent au QG d'une armée et des centraux qui ont été pris directement dans les PTT parce qu'on a tout réquisitionné à la fin 14 pour satisfaire les besoins. Vous voyez ici l'arrivée à un PC divisionnaire enterré en 1915 sur la photo en haut. Vous voyez le même PC enterré avec toutes les lignes qui sont en caniveau pour les protéger des tirs d'artillerie. Pour pouvoir réaliser les pénétrantes et ce réseau maillot que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on a inventé des moyens. On a remplacé les chevaux par des camions pour transporter les équipes qui montent les lignes. Mais on est allé jusqu'à imaginer des trains ateliers pour déposer des câbles de chaque côté des voies de chemin de fer qui avaient un rendement de 20 km/h. Il n'y avait plus qu'à mettre les câbles bout à bout par des boîtes de coupure. Et plus on se rapprochait de la ligne des combats, plus il fallait enterrer les câbles. Et donc on a imaginé des excavatrices qui ont servi ensuite pour creuser des tranchées. Au moment de la guerre de mouvement, eh bien, on avait le même réseau. On déployait rapidement des pénétrantes au niveau divisionnaire, au niveau corps d'armée. Et on les renforçait au fur et à mesure que le temps passait pour pouvoir raccorder tous les éléments. On limitait les abonnés au départ et on renforçait la capacité d'abonnement au fur et à mesure que les circuits étaient mis en place. Et enfin, c'est appelé des constructions rapides et itératives pour qu'on puisse, si jamais on n'avait pas les moyens de construire ces lignes rapidement, utiliser la TSF très rapidement. Côté télégraphie sans fil. Voilà les stations qui étaient actives au début de la guerre, en rouge et en vert. Les bleus, c'était les stations de la marine. Et on avait une quinzaine de postes sur 2 voitures, et tous les dirigeables qui étaient équipés radio, mais aucun avion. Donc forcément, la radio, ça offre des solutions beaucoup plus pratiques, notamment celle de supplanter les liaisons téléphoniques et télégraphiques. Je vous laisse lire dans quel cas. De fournir une solution lorsque le fil est impossible, notamment lorsqu'on change de milieu. Et enfin, ça permettait également de fournir des moyens de renseignement pour écouter les postes étrangers et les postes français, afin de s'assurer que la discipline de réseau était correctement appliquée.
Au niveau de la guerre, tout a changé en 1915. On a commencé à sortir des séries complètes de stations mobiles. Là, vous avez les ateliers mis sur pied par Ferrier. Des premiers radiogoniomètres mobiles. La fameuse lampe de télégraphie militaire, qui est le premier composant électronique de l'histoire, qui est ni plus ni moins qu'un petit amplificateur, aussi bien à la réception qu'à l'émission, ce qui va permettre de miniaturiser tous les postes radio et les alléger surtout. On va mettre la TSF sur les avions. Alors ici, vous avez le rouet pour l'antenne, ici l'émetteur, et là le manipulateur. Et l'énergie était fournie par un moulinet que je vais vous montrer tout à l'heure. Au sol, des boîtes spécifiquement calibrées pour la longueur d'onde utilisée pour ces liaisons. En 1916-17, grâce aux lampes, on a également des ondes entretenues qui prennent moins de place sur le spectre électromagnétique, ce qui permet de mettre davantage de postes en ligne sur une même zone. On a des amplificateurs qui multiplient les signaux par 100. Et voilà les moulinets qui permettent d'alimenter les postes radio dans les avions. Et les boîtes qui seront à nouveau perfectionnées, qui seront mises directement dans le régiment d'artillerie. Et on va avoir des réseaux radio qui sont relativement complexes, voilà, puisqu'au niveau de l'armée, on trouve des réseaux de commandement, on trouve des réseaux de tir, notamment en rouge, y compris avec les goniots, qui permettent de localiser les avions ennemis pour activer la DCA. Au niveau de l'artillerie, dans les corps d'armée, eh on voit bien le réseau de commandement et le réseau de tir, de la même manière. Idem, côté de la division, réseau de commandement, réseau de tir. Et un réseau particulier pour les artilleurs, qui consiste à porter des observateurs vers l'avant et qui peuvent communiquer éventuellement par radio si on n'a pas moyen de les raccorder téléphoniquement. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On est rentré en guerre avec un retard, c'est certain. Les transmissions s'apparentaient au seul moyen télégraphique. Le téléphone, ce n'était pas fiable, on pouvait l'intercepter et surtout, il n'y avait pas de trace écrite. On avait une structuration qui était désorganisée, puisque chacun était maître dans sa zone. On n'arrivait pas à coordonner les efforts. Et enfin, les mentalités passéistes. Joffre n'aimait pas parler au téléphone. Il a réussi à avoir 2 fois Gallieni au téléphone, pendant toute la bataille de la Marne. On a eu droit à une foison d'innovation avec des hommes qui ont vraiment tout fait, et une mobilisation industrielle remarquable. Côté militaire, vous avez le colonel Ferrier, qui a été un acteur essentiel pour la radiotélégraphie, avec le capitaine Breno, qui était chef du poste de la Tour Eiffel, qui sera industriel après la guerre. Des scientifiques, avec Eugène Bloch et Henri Abraham, qui ont été à l'origine de la modernisation de la fameuse lampe TM, qui à l'origine avait été mis au point par Lee De Forest, un Américain, mais qui n'avait pas réussi à lui donner la résistance nécessaire dans son utilisation. Un autre exemple, Girardot, qui a été un industriel mobilisé, qui est ensuite retombé dans le domaine industriel, pour fabriquer tous les postes radio de toutes les 2 armées, la marine et l'armée de terre, entre guillemets, puisqu'il était à tête de la Société française de radioélectricité, SFR. Voilà un tableau de synthèse qui vous montre ce qu'on avait en 14, côté téléphonie et côté signalement. On est parti en campagne, on n'avait pas un central, pas un tableau. Quand vous voyez combien on en a fabriqué, ça vous laisse rêveur. Quand vous voyez également les centaines de milliers de kilomètres de câbles qu'on a posés, ça fait quelques allers-retours Terre-Lune. Côté radio, même chose, on est parti quasiment du néant pour arriver à des milliers de postes. Et quand on voit notamment les lampes d'amplification, les lampes TM, 400 000 lampes. On a alimenté toute l'armée américaine et une partie de l'armée anglaise au départ. Tout ça a coûté 1 milliard de francs or. En prenant une synthèse du cours du franc or par rapport à l'euro, j'ai pris la moyenne à 2,62, donc vous voyez qu'on est un peu moins de 2,49, je crois. On arrive à un peu plus de 2,5 milliards, à mettre comparativement aux frais de guerre. Les frais de guerre, 143 milliards de francs or, qui représentent 341 milliards d'euros. 10 fois le budget 2019 de la défense. Ça donne une idée. À la fin de 1918, la France disposait vraiment
si ce n'est du meilleur, d'un des tout meilleurs systèmes de transmission au monde. Et je vous laisse lire ce qu'a fait le 8e génie. Et après avoir rapidement brossé l'aspect transmission, maintenant je vais vous parler de l'autre volet des choses, comment on a pu s'opposer aux transmissions allemandes. Oui, mais c'est bon, c'est bon. Oui, oui, oui. C'est bon, je maîtrise. PPT, c'est bon. Alors là encore, ça serait une gageure de tout vous expliquer. Alors, monsieur le professeur, je vais peut-être amener quelques éléments contradictoires par rapport à ce que vous avez dit, mais avec des recherches qui sont toutes récentes, qui amèneront des compléments, je pense, et un éclairage particulier, puisque je vais évoquer la bataille de la Marne, par les écoutes, déjà, la bataille de Verdun et les offensives du printemps 1918. Alors, on va simplement brosser l'organisation qui prévalait. Tout a commencé au niveau du ministère de la Guerre, la section du chiffre, où on trouvait un bureau, une section de chiffrement-déchiffrement, dans son aspect protection, qui fournissait tous les moyens pour pouvoir protéger la correspondance militaire française, qu'elle soit en télégraphie ou qu'elle soit en radio. Et le 26 juin 1914, le chef de section, qui était le commandant Cartier, a eu une illumination, si je puis dire, mais c'était déjà quelqu'un convaincu par la radio, il décide de créer des postes spéciaux, et ces postes sont prévus pour faire des écoutes, du brouillage, voire de l'intrusion, et de la localisation des postes radio allemands. Et là, on a besoin de décrypter leurs messages. Et on a vraiment un volet renseignement qui rentre au niveau de cette section du chiffre. Et cette section du chiffre, notamment avec le commandant Cartier, était responsable du bureau central de la TSF. C'est elle qui attribuait toutes les longueurs d'onde, tous les indicatifs, aussi bien aux armées qu'à la marine qu'au PTT. Un peu le rôle d'un Comtrans interarmée interministériel. Et on a décalqué exactement la même organisation au niveau du GQG et au niveau de chacune des armées, ce qui permettait d'avoir un lien entre tous ces niveaux. Et Ferrier, lorsqu'il a été nommé directeur technique de la radiotélégraphie militaire, il avait des liaisons aussi bien avec le bureau central qu'avec le 3e bureau et en particulier le directeur de la TSF au GQG pour mettre en place les moyens, les tester, ça ne marchait pas, on échangeait, ça repartait. C'était très, très rapide. Et à partir du mois d'octobre, comme les Allemands diffusaient des communiqués de propagande, on a été amené à faire la même chose à partir de la Tour Eiffel. Seul petit problème, c'est qu'avec son rattachement au ministre de la Guerre, lorsque le gouvernement quitte Paris, la section, elle part aussi. Et donc, il y a une petite rupture, mais Cartier avait prévu pour que tous les flux de messages interceptés arrivent jusqu'à Bordeaux. Et donc, il continuera à travailler à partir de Bordeaux sur les décryptements. Simplement, au bout de quelques jours, en une dizaine de jours, on a pu remonter l'ordre de bataille radioélectrique que vous avez sur l'écran du réseau de commandement allemand. Donc, la partie supérieure avec le commandement suprême et 2 postes relais de Metz et de Strasbourg, toutes les armées, et chacune des armées avec son propre réseau. Donc on a réussi à suivre tout ça, entre les postes qu'il y avait sur la frontière, dans les places de l'Est, donc notamment Verdun, qui était un très bon capteur avec Belfort, et puis surtout la Tour Eiffel et le Mont Valérien. Leur objectif, c'était essentiellement les stations légères de cavalerie allemandes, parce qu'elles parlaient beaucoup à la radio, enfin elles émettaient beaucoup, et la station de la Tour Eiffel, qui était là pour pouvoir les entendre. Et plus ils se rapprochaient de Paris, mieux on les entendait. Alors, la bataille de la Marne. Vous avez les principaux interlocuteurs, enfin les principaux protagonistes de cette bataille de la Marne. En haut, les Allemands. En bas, Français et Anglais. Et là, on va parler un petit peu stratégie, si je puis dire. Le 2 septembre, on intercepte un message qui est arrivé par la Tour Eiffel, qui est descendu à Bordeaux et qui remonte ensuite au niveau des états-majors français, notamment Gallieni et Joffre. L'intention du commandement suprême est de pousser les Français en direction du sud-est en les coupant de Paris. La première armée suit échelonnée, donc légèrement décalée, donc en retrait. La deuxième armée
problème, c'est que la première armée, elle est déjà en avance sur la deuxième armée. Donc ça pose un petit souci. Et la première armée, eh bien, comme elle était appelée à l'aide par la deuxième armée pour prendre à revers la cinquième armée qui était en train de se replier, eh bien, elle franchit l'Oise et elle arrive dans ce compartiment de terrain entre l'Oise et la Marne. Et là, on a carrément son ordre d'opération que je vous laisse lire. Donc, les Anglais sont derrière la Marne et puis ils commencent à engager ces corps d'armée dans différentes directions pour aller chercher à la fois les Britanniques et à la fois la cinquième armée qui continue son repli en direction de Nogent-sur-Seine, avec le deuxième corps de cavalerie qui met un rideau face au nord-est de Paris. Et là, on intercepte un message, le 3 septembre, où l'OHL, le Haut Commandement allemand, donne le feu vert à la première armée et à la deuxième armée de passer au sud de la Marne. Et ce même message, on le retrouve dans les archives du général Gallieni, où on vous écrit « Recevons très bien, compris, Gagné rive sud de la Marne, commandant-chef des armées ». Et ça, c'est le 3, 18h32, chez Gallieni. Gallieni, il a connaissance de ce message. Et il convoque Monoury le 4 au matin par téléphone. Et en le convoquant, il lui explique son idée de manœuvre, qui est d'attaquer le flanc de l'armée allemande au nord de la Marne. Mais ce même message, il part aussi chez Joffre. Et le 4, après avoir expliqué en détail son idée de manœuvre, Gallieni et Monoury vont voir les Anglais. Et pendant ce temps, le message, entre guillemets, il chemine, et il arrive à l'état-major. Et Joffre avait dit d'accord pour reprendre l'offensive, mais pas au nord de la Marne, au sud avec les Anglais. Et Gallieni a dit non, au nord de la Marne. Et le soir, Joffre dit OK pour le nord de la Marne. Vous comprendrez pourquoi. Donc on arrive dans cette situation où les Anglais continuent à se replier et les Allemands continuent à progresser. Donc le 3, on passe la Marne, ça continue puisque tout va bien, hein. Il fait le compte-rendu pour ça. Et donc on laisse un rideau de cavalerie, le deuxième corps est dans sa mission principale pour éclairer la marche en avant de la première armée allemande. Et donc tout se passe bien jusqu'au 5. Et on arrive à cette situation, donc le 5 soir, où vous avez, je dirais, d'autres protagonistes qui vont rentrer directement dans le jeu. En haut, les Allemands. Donc, le 4e corps de réserve, le corps de la garde, le deuxième corps de cavalerie, premier corps de cavalerie. Et ici, les différents chefs des armées françaises. Et j'ai pris Haig, puisqu'il prendra la suite de French par la suite. Je ne pouvais pas mettre les deux patrons de corps d'armée anglais. Mais c'est avec lui qu'on s'est le mieux entendu. Et qu'est-ce qui se passe ? Le 4 soir, après bien des difficultés, l'OHL envoie un message, que vous pouvez lire, où là, on change tout. On commence à dire à la première armée, non, maintenant vous remontez dans votre compartiment terrain que je vous attribue entre l'Oise et la Marne. Or, tout le gros de l'armée est au sud de la Marne. Et on demande à la deuxième armée de passer en tête et de tourner, faire une conversion pour être face à Paris. Donc, il faut lui libérer le terrain. Qu'est-ce qui se passe ? Un compte-rendu intercepté le 6, où on apprend que la première armée commence ses mouvements. Et donc, vous avez le 2e corps et le 4e corps qui commencent à rebasculer au nord. Et le 6 au matin, c'est là où se passe l'attaque des Alliés. Donc, ils ne se sont pas repliés face à l'attaque, ils se sont repliés parce qu'ils ont reçu l'ordre. Ça change un peu la donne. Seulement après, ça s'est compliqué, et effectivement, comme ça se compliquait, on a appel à la rescousse, pardon. Oh. Non, c'était au-dessus. Voilà. On appelle à la rescousse les 2 derniers corps qui avaient été laissés à la 2e armée pour qu'elle puisse pivoter tranquillement afin de s'engager vers l'est de Paris. Et donc les 3e et 9e corps remontent également au nord pour respecter l'ordre, mais également parce que Monoury commence à pousser fortement. Et là, on commence à intercepter des messages où les Allemands, et notamment la cavalerie, rendent compte que le Petit Morin est percé. Donc ça veut dire que les Français sont passés, les Anglais sont passés.
Et donc là, il y a urgence à protéger la Marne, pour ne pas que les Alliés puissent franchir cette coupure. On arrive à cette situation le 9 au matin. Et le 9, vous avez la première armée qui dit que son deuxième corps étant un peu trop sous pression, décide de lui faire un retrait tactique pour que ça bascule simplement de l'autre côté de l'Ourcq. Et comme il s'était mis d'accord au niveau de la deuxième armée avec un émissaire, le lieutenant-colonel Hensch, du haut état-major allemand, pour retraiter si jamais il y avait une menace sur la Marne, c'est ce qui se passe. À ce moment-là, vous avez la deuxième armée qui dit, eh bien, comme la première armée est en train de retraiter, c'est que ça ne se passe pas très bien, donc moi je commence à reculer aussi. Et donc forcément, il va se passer quelque chose que vous devinez tout de suite, c'est que le haut état-major voit qu'il va y avoir une trouée entre les deux armées. Et il commence à dire à la première armée, vous reculez direction le nord. Pardon. Et le nord, c'est direction Soissons. Et même, théoriquement, c'était direction Fismes. Mais la première armée, elle ne peut pas complètement changer ses axes, elle est obligée de monter au nord. Et là, il y a la trouée qui sera mise à profit par la cavalerie française et anglaise notamment, et tout le monde va s'engouffrer dans la brèche. Et là, on va intercepter des messages tout au long du repli qui nous dira que tout le monde est en train de reculer côté allemand. Côté de la bataille de Verdun, ça va être plus rapide. L'invention des postes d'écoute téléphonique. Alors, début mars, vous avez un sous-lieutenant qui a été désigné pour être chef de la section téléphonique du 210e RI. Le sous-lieutenant Delavie, dont la petite fille est ici, et qui m'a donné beaucoup de renseignements sur son grand-père. Et ce sous-lieutenant est nommé chef de section téléphonique, et il va s'apercevoir d'un certain nombre de choses, notamment les comptes rendus de ces téléphonistes qui lui disent on entend des mélanges de conversations. Alors lui, il est prof d'électricité, ça ne lui plaît pas. Il cherche pourquoi, et il va trouver pourquoi. Pourquoi ? Ici, sur cette vue, vous voyez que là, il y a la dérouleuse, c'est un simple fil émaillé, et là, vous avez des piquets de terre. Eh bien, les téléphones, à l'époque, il y avait bien deux bornes, une borne pour une ligne téléphonique, le fil téléphonique, et le retour se faisait par la Terre. Mais qui dit retour par la Terre, dit phénomène physique, sur lequel je vais revenir. Voilà les piquets de terre et la dérouleuse. Donc il va identifier l'affaire et il va se dire, ben moi je vais essayer de mettre en place de quoi les écouter. Et il va réussir, il va tellement bien réussir que vous pouvez lire les résultats. À un moment, le commandement allemand, il ne sait pas d'où viennent les tirs d'artillerie, à quel moment ils sont déclenchés, pourquoi ils sont déclenchés, mais à chaque fois ça tombe pile poil au bon endroit. Il s'émeut, mais qu'on ne comprend toujours pas d'où ça vient. Son système va être développé au sein de son corps d'armée, de son armée, et au niveau de toute l'armée française. Et à la fin 1916, on a déjà 90 postes d'écoute. Un ratio qui vaut ce qu'il vaut. Mais on avait à ce moment-là 550 km de front sous notre responsabilité, les Anglais étant plus au nord. Faites le ratio, 550-90, un poste téléphonique d'écoute tous les 6 km. Ce qui est quand même pas mal. Alors le phénomène physique, c'est celui-ci. Avec la Terre, que vous avez ici, des postes téléphoniques, quand vous injectez un courant variable qui est dû à la parole, celui-ci, il se crée un champ électromagnétique. Donc le deuxième poste, pareil pour B, puisqu'ils veulent parler ensemble via le central. Et vous avez un autre phénomène physique qui se passe, c'est que tout conducteur qui est soumis à un champ électromagnétique variable génère un courant identique à celui qui a donné naissance à ce champ électromagnétique variable. Donc on récupère exactement le même signal que celui qui est à l'origine du champ électromagnétique, donc la conversation allemande, d'une manière plus faible. En mai 16, on a des amplificateurs, c'est le paradis pour les écouteurs qui sont dans leur trou pour écouter les conversations allemandes. Et ça va avoir des conséquences. On va mettre un certain nombre de postes d'écoute tout autour de Verdun. Alors le poste en jaune, Bois Brûlé, c'est là où a démarré le sous-lieutenant Delavie. Il a équipé toute sa zone. Et ensuite, il va aider au déploiement sur les Hauts-de-Meuse. Il partira tout de suite à la 4e armée qui, pour l'offensive de mi-septembre en Champagne. Et en revenant, il installera ces 3 postes au nord de Verdun. Et on va se pencher plus particulièrement sur celui du Bois des Corps. Là, vous avez un PV. 5e note de renseignement diffusée dans la matinée. Bois des Corps, 12 février 1916. Et on peut lire quoi ? Rapidement, ici, vous avez l'horaire
le texte en allemand, la conversation en allemand, la traduction et des observations. On lit notamment « Quelle est la force de la première attaque ?» Sous-entendu, il va y en avoir d'autres. Sinon, on ne mettrait pas la première. On annonce les effectifs et on dit « sans les renforts ». Le renfort en question, c'est une compagnie plus un bataillon. Donc le rapport de force va être grosso modo de 2400 hommes contre 700 chasseurs de Drian. En plus, on annonce l'horaire de l'attaque. Quand va commencer le bombardement de l'artillerie allemande? Bien, simple chose. On renforce le 30e corps et la 72e division en artillerie, et 10 minutes avant que les Allemands ouvrent le feu, au moment où les troupes d'assaut commencent à aller sur leur base d'assaut, l'artillerie française bombarde. Ce 12 est un élément important, puisque dans le concept d'opération pour prendre Verdun, les Allemands avaient programmé dès le 27 janvier une attaque en 2 temps. 12 février, attaque pour prendre la première position française, afin d'avoir des observatoires en vue d'attaquer la 2e position. Et le gros de l'attaque était prévu le 13 février. Mais comme ils n'ont pas débouché dans cette reconnaissance offensive, l'attaque du 13 est annulée. Et le mauvais temps se met de la partie à ce moment-là, et non pas à cause du mauvais temps, parce qu'ils n'ont pas débouché. Offensive de printemps. On a tellement innové qu'il fallait qu'on ait aussi un moyen d'innovation pour exploiter toutes les données qu'on pouvait récupérer au niveau interception radio et localisation. Alors là, c'est une carte qui représente la carte de synthèse de tout ce qu'on pouvait faire en termes d'interception, des guidages, des tirs d'artillerie côté allemand. Donc là, vous avez les indicatifs des différents groupements d'artillerie par division. Ici, vous avez les indicatifs des avions qui ont franchi le front pour repérer les objectifs à traiter. Et là, vous avez les escadrilles qui ont leur indicatif. Et on a inventé, si je puis dire, une échelle simple qui permet tout de suite d'être visible. C'est une échelle donnant les conditions météo et une échelle du nombre de sorties sur une quinzaine de jours. Donc vous voyez que là, il y a eu des bonnes conditions, mais on est bien sorti. Là, c'est pareil. Tout ça est un indice d'activité intéressante, surtout quand vous regardez la date. 1er au 14 mars 1918. On est une semaine avant la première attaque allemande. Et vous regardez ce qui s'est passé dans le secteur d'attaque en question. Ils avaient largement prévu, la semaine d'avant, le repérage de leurs objectifs quand on voit le nombre de sorties avions qu'il y a eu. Ils savaient où taper. Deuxième cas de figure. Là, on est sur la fin de l'année 17. Alors ici, je vais la grossir tout de suite. On a tous les indicatifs qui sont employés par les postes de division allemande. Donc là, vous avez une ligne d'indicatif pour une division, qui est marquée ici, et l'ensemble donne 3 lignes pour un corps d'armée. Et là, vous avez les limites d'armée, donc un corps d'armée, 2 corps d'armée, 3 corps d'armée. On est capable d'avoir l'ordre de bataille radioélectrique sans aucun problème. Et tout ça, c'est autant d'indices qui vont mettre la puce à l'oreille des gens qui font l'analyse de toutes ces écoutes. Et vous avez une note qu'envoie le service radiogoniométrique le 15 mars, qui dit les choses suivantes, que je vous ai grossi. On commence à avoir des grands postes, et surtout, ces grands postes, ça fait 3 ans qu'ils ne travaillent plus. Puisque le front étant stabilisé, on travaillait essentiellement avec des moyens filaires. Et là, ils changent complètement leur système de chiffrement. Et vous avez le capitaine Painvin qui n'a pas assez de matière, notre meilleur cryptologue, pour pouvoir le casser. Mais ça va être assez rapide. Donc quand ils attaquent, on voit le renforcement, puisqu'il n'y a plus d'indicatifs, ils changent tous les jours, qu'on parle par densité d'émetteurs. Et voilà le secteur d'attaque du 21. Et quand on grossit encore, tout ça travaille en ADFGX au niveau chiffrement. Voilà ce que ça donne une fois qu'ils ont progressé. La bataille de la Lys au nord, côté anglais, et ils vont refaire un effort plus au sud, dans ce secteur. Et là, ils changent de chiffre le 1er juin. Et ils vont descendre jusqu'à Château-Thierry, avec un nouveau chiffre qu'on n'a pas encore cassé. Et il faudra vraiment l'exploit de Painvin, là, je vous présente un petit peu la densité au moment où ils se sont arrêtés, pour qu'effectivement, on puisse savoir quelle était la manière dont ils communiquaient. Et les Allemands avaient prévu une attaque en direction de Compiègne, et grâce à un message,
et à la localisation de l'état-major qui était destinataire de ce message. Voilà la contexture du message réel, que ces 5 lettres pour tout le message. Voilà ce qui signifiait hâter l'approvisionnement en munitions, la localisation du PC, et on envoie le renseignement. Et le deuxième bureau a été tellement estomaqué par ces résultats qu'il a appelé ce télégramme le télégramme de la victoire. Puisqu'à partir de là, on a changé complètement l'initiative. J'ai fini. Tout était... Vous allez voir la conclusion. Je vous laisse lire. Ils ont tout inventé, tout était à créer, tout était à prouver. Et Joffre, après la Marne, avait dit à ses hommes, vous avez bien mérité de la patrie. Simplement pour vous dire jusqu'où on allait pour camoufler ce secret, le lieutenant de la vie, son mémoire de Légion d'honneur. Vous voyez que c'est un peu jésuite quand même, hein, mais il y a pire, si je puis dire, dans le domaine. Painvin, c'est encore plus jésuite, alors qu'il a cassé tous les chiffres allemands depuis le début. Et là, c'est la phrase qu'on peut lire, et je vous laisse comme conclusion cette phrase, parce que ça représente 3000 hommes, d'après les calculs que j'ai pu faire, par rapport à 8,5 millions d'hommes mobilisés. Vous voyez le ratio en termes d'efficacité. Et là, j'ai vraiment fini. Voilà, merci mon général. Donc nous avons vu que les progrès effectués dans le domaine des communications à distance, et notamment dans le domaine des écoutes, avaient permis de mettre en échec les dernières grandes offensives allemandes du printemps 1918. Mais sans les chars de combat, eh bien, la contre-offensive n'aurait pas été possible. Les chars de combat, donc, l'objet de la communication du colonel Noulins, qui a longtemps servi dans l'arme blindée cavalerie. Pas sur F-17, hein, quand même. Presque. Merci Christophe. Mon général, messieurs les officiers généraux, monsieur le professeur, mesdames, messieurs, mon cher Jean-François. Donc, en 20 minutes, je vais vous brosser très rapidement ce qu'ont été les chars en 1918 en m'appuyant sur un certain nombre d'exemples tactiques. Je vous renvoie à l'article qui a été rédigé en 2012 par le lieutenant-colonel Gay, hein, au cours d'un précédent colloque de l'UNABCC, dans lequel il explique pourquoi les chars ont été finalement engagés assez tardivement en France. Pourquoi on a pris autant de retard dans ces chars? Alors, l'idée d'employer des chars, bon, elle revient au général Étienne, hein, tout le monde le sait, 1915. Il avait pensé à des chars, des mastodons qui allaient vite, qui étaient puissants, avec des remorques blindées qui tireraient des fantassins. Et donc, en 1915, Étienne imagine la guerre de demain, mais lorsque les chars rentrent en service, donc les Saint-Chamond et les Schneider, eh bien, il doit déchanter, puisque le matériel n'est pas à la hauteur des ambitions tactiques que Étienne avait souhaitées pour ces chars. En 1917, donc, on prend une décision importante, c'est celle de construire des chars légers, hein, les fameux FT-17 que le professeur Soutou a présenté tout à l'heure. FT-17 ne voulant pas dire faible tonnage, hein, mais c'est la nomenclature de Renault. Et donc, on a déjà une artillerie un petit peu plus ancienne, donc les Schneider et les Saint-Chamond. Et donc, le projet d'Étienne en 1917, c'est de créer 16 groupes de Schneider avec des SRR, des sessions de ravitaillement et de réparation, 15 groupes Saint-Chamond, 16 groupes Schneider et 36 compagnies, des compagnies de chars légers. On ne dit plus, vous voyez, pour les chars légers batterie, hein, on dit compagnie. Pourquoi? Parce que Étienne voyait dans ces chars finalement une espèce de fantassin blindé et non plus vraiment un canon d'artillerie automoteur. Donc le projet d'Étienne fait qu'on va faire des batteries de 4 engins Saint-Chamond ou Schneider. Hein, et ces batteries seront regroupées dans des groupes par 3 avec un échelon auquel on va donner beaucoup plus de capacité qu'auparavant, puisqu'on s'est rendu compte qu'il fallait mieux réparer le plus en avant possible sur le champ de bataille. Et ces groupes vont être regroupés à leur tour dans des groupements qui auparavant étaient des groupements provisoires et qui deviennent des groupements définitifs. Vous voyez que
Ces groupements apparaissent donc à partir de mai 1917. Donc là, ce sont les groupements Saint-Chamond, où il y a 3 groupes de Saint-Chamond. 144 Saint-Chamond seulement au lieu de 180 qui avaient été prévus auparavant pour des raisons industrielles, avec donc des groupements qui sont en réserve générale d'artillerie spéciale et dans chaque corps d'armée, GAE, GAN, un groupement Saint-Chamond et un groupement Schneider. Donc 3 groupes Saint-Chamond par groupement et 4 groupes Schneider par groupement. Et vous voyez que tout ça se met en place à partir de mai 1917, sachant que dans l'hiver 17-18, eh bien, les chars, français du moins, ne sont pas engagés, puisqu'on est dans une phase de montée en puissance, de réorganisation. Même chose donc pour les BCL, donc les bataillons de chars légers. Donc on prévoit à l'origine 36 compagnies indépendantes, donc des sections de 5 engins, regroupées, donc 3 sections forment une compagnie, donc ça fait 15 engins de combat. Vous voyez qu'il y a 2 chars canons pour 3 chars mitrailleuses, un canon de 37 et mitrailleuse Hotchkiss, et puis une section de réparation et de réserve, une dizaine de chars, avec l'apparition, tout à l'heure on l'a vu, du FT-17 transmission qui ne sera réellement opérationnel qu'en 1918. Et puis par la suite, on se rend compte que l'idée d'avoir des compagnies autonomes de façon à mettre une compagnie par division de première ligne n'est pas forcément bonne. Étienne s'en rend compte et donc on va les regrouper, parce que ça disperse en fait les chars, et donc on va les regrouper dans des bataillons de chars légers, à raison donc de 3 compagnies par char léger. Voilà la réorganisation de l'artillerie d'assaut pendant l'hiver 17-18. Donc par la suite, donc voilà le nombre de BCL, vous voyez, il peine à se mettre en place, puisque le 27 mars, il n'y en a que 3. On a dit tout à l'heure que les Allemands passaient à l'offensive le 30 mars 1918. Et donc là, vous voyez qu'à la veille de l'offensive, il n'y a que 3 BCL opérationnels. Et progressivement, on va arriver à 31 BCL, qui seront par la suite regroupés dans 9 régiments d'artillerie spéciale, qui ne sont en fait que des régiments administratifs, le 501, le 502, etc., jusqu'à 509. Alors, les expériences de 1917 ont été plus ou moins heureuses. On a parlé de Berry-au-Bac, je ne reviens pas là-dessus. Il y a eu également, bien sûr, l'attaque du Moulin de la Faux avec les cuirassiers à pied. Tout cela n'a pas été très concluant. Ce qui a changé un peu la donne, c'est d'une part l'attaque sur la Malmaison, donc l'une des premières offensives de Pétain, les offensives à objectif limité dont a parlé tout à l'heure le lieutenant-colonel Gay, et surtout la bataille de Cambrai. La bataille de Cambrai qui voit un certain nombre d'innovations de la part des Britanniques. Et notamment, ici vous avez le dispositif d'attaque d'un bataillon britannique, et vous voyez que les chars sont en tête, avec derrière des compagnies d'infanterie, des nettoyeurs de tranchées, ici, en 3e échelon, ceux qui vont occuper la tranchée, et puis le bataillon de 2e échelon qui va dépasser tout cela pour relancer l'attaque. Donc à Cambrai, les choses fonctionnent bien. 450 chars pour appuyer 2 corps d'armée. Ce qui peine, en fait, ce qui fait que l'attaque échoue, c'est que les Allemands vont réussir à fermer la brèche brèche qui a été effectivement réalisée avant que les Britanniques réussissent à exploiter. Alors, face à ces expériences, il y a une nouvelle directive qui est donnée, qui est écrite, qui est signée Pétain en décembre 1917. Et en fait, quand on regarde bien, il n'y a pas grand-chose qui change dans la doctrine. Si ce n'est que on s'est bien rendu compte que ce qui compte le plus dans l'engagement des chars, et ça va être le leitmotiv des exemples que je vais vous montrer, c'est la coopération interarmes et notamment la coopération avec l'artillerie. Alors, lorsque les Allemands déclenchent leurs offensives de printemps, l'artillerie spéciale, l'artillerie d'assaut n'est pas encore au point, et on est surpris, et on va voir dans un premier temps, dans cette phase de défense, les chars, les groupements Schneider, Saint-Chamond, être dispersés par petits paquets de 15 ou 16, partout où il y avait le feu. Et Étienne réussit à convaincre Pétain qu'il faut attendre avant d'engager les BCL. Alors la première grande offensive, si je puis dire,
qui se déroule. Elle va se dérouler ici à Cantigny. C'est le premier engagement de l'armée des États-Unis, avec donc une attaque américaine soutenue par un groupe de Schneider. En fait, c'est un objectif très limité. Donc on est ici à Cantigny. Il s'agit simplement de reprendre le village de Cantigny que l'on voit ici. Donc vous voyez ici l'échelle, ce n'est pas très important. Mais pour reprendre ce village, donc Pershing a mis le paquet parce que c'est le premier engagement d'une grande division américaine. C'est la première division des États-Unis, la fameuse Big Red One, celle qui est sur Omaha Beach, et qui est appuyée par 228 canons. Ce qui fait que vous avez un canon de 75 pour 15 mètres de fond, et un canon lourd jusqu'au calibre de 220 pour 36 mètres de fond. Donc, à cette occasion, le règlement est parfaitement respecté, c'est-à-dire qu'on va reconnaître les itinéraires. L'infanterie a été entraînée, s'est entraînée avec les chars, et donc l'opération est un succès. Le seul problème, c'est que l'artillerie lourde française, donc l'attaque est déclenchée le 29, et l'artillerie lourde française est retirée parce que les Allemands ont percé sur le chemin des dames, dans cette zone-là. Et là, on va être obligé d'appeler au secours les BCL. On ne voulait pas les engager. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas tout à fait au point, ils n'étaient pas assez nombreux. L'idée, c'était de saturer le champ de bataille. Et là, on n'a que 3 bataillons de chars qui sont opérationnels. Et encore, Renault a été obligé d'envoyer des ouvriers sur le terrain pour régler des problèmes de détail, et notamment des problèmes de montage, parce que les montages ont été un petit peu trop hâtifs. Et donc, malgré tout, on va quand même envoyer ces trois BCL pour contrer, ici à partir de la forêt donc, de Villers-Cotterêts, qui est donc ici, cette offensive allemande. Voilà, la forêt de Villers-Cotterêts, dans cette zone, et notamment autour du village de Chaudun que vous avez ici. Voilà. Le deuxième BCL, je vais passer cette carte, se regroupe ici, à Saint-Pierre-Aigle. Deuxième BCL qui est commandé par le chef d'escadron Vatel, le futur écuyer en chef, qui fait partie, donc, avec son cheval Rempart, tout le monde a reconnu Rempart plus que Vatel, qui fait partie de ces 3 grands écuyers qui ont servi dans les chars de combat avec d'Anlou et de Carpentry. Donc c'est Vatel qui commande cette charge, ce qui sera appelé la charge de Chaudun, puisque encore une fois, là, tout est fait hâtivement. On avait prévu 4 divisions d'infanterie, il n'y en a qu'une qui arrive, c'est la 35e DI, et en fait les chars vont appuyer simplement la division marocaine avec 6 sections uniquement, parce que les autres n'ont pas eu le temps d'être mis en place, donc 6 x 15 chars, avec au sud donc, le 7e RTM et au nord le 4e RTM. Donc ici, ici donc la ville de Chaudun, je suis désolé, voilà. Donc la ville de Chaudun, ici. Et en fait, cette charge fait penser à celle des cuirassiers à Monsbron, pour ceux qui connaissent la bataille de Freuschwiller, au sud du Niederwald, où on envoie la cavalerie pour arrêter les Allemands. Alors c'est exactement ce qui se passe ici. C'est improvisé, il n'y a pas de reconnaissance, les tirailleurs n'ont jamais vu de char de leur vie, donc ils ne sont pas formés. L'artillerie française est complètement désorganisée par la retraite. Il n'y a pas de débouché en masse, puisqu'on voit que les chars sont dispersés, et pourtant, les chars, notamment au sud, réussissent à amener l'infanterie jusqu'à Chaudun, mais celle-ci est épuisée et donc ne va pas poursuivre plus loin. Donc on avait, si vous voulez, organisé pendant l'hiver l'artillerie spéciale, et le premier emploi de ces chars, finalement, n'est pas celui qui avait été prévu, et les résultats escomptés, ne permettent même pas d'arrêter l'avancée allemande, puisque ceux-ci vont reprendre le terrain. Mais plus grave, les chars vont tomber aux mains des Allemands. Là, on voit un FT-17 qui vient d'être pris, encore un ici là, qui a été détruit. Et l'ennemi du char, on s'en rend compte, c'est bien évidemment l'artillerie. Et donc cette contre-offensive, en fait, on a vu donc, le premier engagement des FT-17 sans qu'il ait été possible d'appliquer les règlements qui avaient été prévus. L'autre exemple que je voulais vous présenter, donc il y a cette plaque, Chaudun, avec le barbotin là, du FT-17.
Alors, l'autre exemple que je voulais vous présenter, c'est celle de la contre-offensive du 10 juin. Donc, les Allemands poussent encore vers Soissons et Fayolle décide de monter un groupement tactique qu'il confie au général Mangin, de façon à attaquer, voilà, ici, à partir de Méry, hein, en direction de Pesson-sur-Matz. Toujours avec des Schneider et des Saint-Chamond, donc 3 groupes de Saint-Chamond et un seul groupe de Schneider. Là, les choses sont beaucoup mieux pensées, beaucoup mieux préparées. On voit là, devant, que les batteries sont réparties dans les bataillons, donc des 4 divisions qui vont former cette contre-attaque avec au sud la 6e armée. Les itinéraires sont reconnus, l'infanterie a été formée pour l'attaque avec les chars. Le seul défaut, c'est que l'artillerie, en revanche, n'est pas encore tout à fait au point. Donc cette offensive qui est lancée, donc 163 chars, va être la dernière d'ailleurs des chars lourds. En fait, elle va s'épuiser. C'est-à-dire que autant le 11, les résultats sont encourageants, même s'il y a beaucoup de pertes, parce que l'ennemi du char, c'est le char en tir direct, le canon en tir direct, pardon. Hein, donc je vous renvoie au rapport du lieutenant-colonel Müller qui a été fait après l'attaque de Berry-au-Bac. Et donc, une fois que le débouché, la surprise est réalisée, ben, par la suite, on se rend compte que les chars attaquent individuellement parce qu'on prépare beaucoup moins bien le deuxième engagement des chars et c'est ce qui va faire défaut puisque même si effectivement l'attaque allemande est arrêté et Ludendorff va renoncer à son offensive. On a perdu 73 chars et au bout de 2 jours, en fait, les chars sont complètement consommés. Et donc on voit également donc, la disparition progressive de ces chars Schneider et Saint-Chamond que l'on va tenter de remplacer par des chars allemands, des chars britanniques, pardon, mais ils ne rentreront en ligne qu'à partir du 1er novembre, donc ils seront en fait jamais engagés. L'autre offensive que l'on voit, c'est toujours dans cette région de Soissons. Je vais passer peut-être un peu plus rapidement. Donc c'est la fameuse contre-offensive du 18 juillet. Et là, on voit qu'elle va être faite avec 4 corps d'armée cette fois-ci. 4 corps d'armée qui vont en fait, donc c'est la fameuse contre-offensive de Villers-Cotterêts. Et là, l'idée est à peu près la même. En fait, il s'agit d'une poussée vers l'avant. Les chars vont être engagés avec la 2e ligne, hein, parce que les canons, l'artillerie française va appuyer l'infanterie et les chars ne rentrent en ligne de compte que pour relancer l'attaque une fois que la 2e position est atteinte. Bon, là aussi, on se retrouve avec le même phénomène. Hein. Il y a un effort, il y a une idée de manœuvre quand même, puisque l'effort est donné au 20e corps d'armée, avec 2 divisions américaines fraîches, mais on se rend compte qu'on se contente de repousser simplement la ligne de contact. Il n'y a pas vraiment de manœuvre avec la 10e et la 6e armée. Et ensuite, on se rend compte également eh bien, qu'au bout de 2 jours, c'est-à-dire le 21 juillet, les chars sont à bout. Il y en a beaucoup qui sont perdus, notamment par l'artillerie, toujours la même artillerie. Et finalement, ça dégénère en dispersion des chars, puisque la planification ne prend pas en compte cette relance. Le dernier exemple, en revanche, qui est également intéressant, c'est la contre-offensive. Donc ça, c'est le résultat hein, de cette contre-offensive. La contre-offensive, cette fois-ci, de Champagne, avec la 4e armée de Gouraud, puisque Pétain veut faire 2 attaques concentriques en direction de Mézières, donc ici avec les Américains et donc le groupe d'armées centre, et donc le général Gouraud qui commande la 4e armée, dont l'objectif est Rethel, hein, sur l'Aisne. Et là, on voit donc toujours la même chose, ces 4 armées, on voit une idée de manœuvre. C'est la première fois en fait qu'on a une idée de manœuvre, c'est-à-dire qu'on va donner l'effort au 21e corps d'armée, qui est commandé par le général Nolin, hein, que vous retrouverez par la suite en Haute-Silésie. Et en fait, il va essayer de manœuvrer autour de Sompy, hein, Sompy bien connu des usagers des camps de Champagne.
Et donc, cette attaque débouche, l'idée étant, je vais revenir là, de faire un effort par le nord et par le nord-est pour arriver au nord de Sompi. Et donc, on voit dans la répartition des chars, que l'on va voir ici, voilà, qu'il y a cette fois-ci une répartition qui n'est pas linéaire des chars, comme ça se faisait auparavant. Il y a bien une idée de manœuvre, une concentration des efforts, puisque la 43e DI chargée de l'effort a plus de chars que les autres divisions. Donc cette attaque autour de Sompi, vous voyez, la 43e DI réussit à progresser, mais n'obtient pas l'encerclement par le nord et le nord-est, comme cela était prévu. Et le même phénomène se produit, c'est-à-dire que on est obligé de retirer les chars sont usés, on est obligé de les retirer pendant 3 jours, le 30, le 1er octobre et le 2 octobre, avant de les réinjecter une deuxième fois, et en les répartissant, donc avec les 2 divisions américaines fraîches qui rentrent en ligne de compte, en les répartissant cette fois-ci uniquement dans 2 corps d'armée. Parce que là, encore une fois, on a toujours cette idée de manœuvre, qui est donc de faire un effort et non plus d'attaquer sur un large front en poussant comme une espèce de tache d'huile l'ennemi devant soi. Donc la manœuvre du 2 octobre est relancée, notamment vers le Mont Blanc, ici, ou le Blanc-Mont, vers Orfeuille, la ferme de Médéa. Donc ici, le Blanc-Mont, qui est Rage, qui est la 2e DI US, celle qui a le Sioux, ce bataillon de Corée, pour ceux qui le savent, donc la Hill 210. Et là, les Américains réussissent effectivement à percer, mais les enseignements qui sont tirés sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que en fait, l'ennemi du char, c'est le canon, et le canon surtout en tir direct, et c'est celui-ci qu'il faut absolument neutraliser, aveuglés, avec des tirs fumigènes, avec des avions d'observation qui sont dédiés uniquement à l'accompagnement des chars, avec un groupe d'artillerie par division qui est dédié uniquement à la contre-batterie anti-char, avec des fumigènes. Et on se rend compte également que la doctrine, finalement, n'a pas beaucoup évolué entre 1917 et 1918. On voit apparaître des idées de manœuvre à partir de septembre 1918, ce qui est nouveau, donc avec donc des efforts qui sont consentis, mais on se rend bien compte que le char tout seul n'est rien, que technologiquement, même le FT-17, il avance pas très vite, il est très vulnérable lorsqu'il est isolé, et donc si la doctrine n'évolue pas, c'est plus du fait du matériel qui ne permet pas d'adopter des doctrines beaucoup plus souples de manœuvre telles qu'elles apparaîtront ensuite avec la Seconde Guerre mondiale, avec une motorisation beaucoup plus importante. Et donc, on peut en conclure que le char tout seul, sans l'infanterie et surtout sans l'artillerie et sans l'aviation dont va parler maintenant, je crois, le lieutenant-colonel Champeau, eh bien, les attaques de chars sont vouées à l'échec. Je vous remercie. Alors, j'ai chargé parce que le général Dancel me tuait si je dépassais les 20 minutes. Voilà. Voilà, l'aviation, donc, qui a joué un rôle très important en 1918, et bien avant 18 d'ailleurs. Mais en 1918, l'aviation a joué un rôle particulièrement important dans les combats défensifs, puis dans l'offensive. En général, mesdames, messieurs. En août 1914, la France entre en guerre avec environ 140 aéroplanes et l'emploi de l'aviation militaire fait encore débat. En effet, la rapidité des progrès techniques de l'aéronautique permet en fait de comprendre sa difficile intégration dans l'évolution de l'art théorique de la guerre. Les premiers décollages, ne parlons pas encore de vol, de Clément Ader datent de 1890. Aux États-Unis, les frères Wright réussissent en 1903 leur premier vol en ligne droite. En 1908, Henry Fairman parvient à boucler le premier kilomètre en circuit fermé. Louis Blériot traverse la Manche en 1909 et Roland Garros la Méditerranée en 1913. Cette évolution est trop rapide pour pouvoir être prise en compte dans l'art de la guerre, même si le ministère de la Guerre finance les recherches de Clément Ader et crée la 5e arme dès 1908.
La création à Vincennes d'un établissement d'aviation militaire n'intervient qu'après l'exploit de Louis Blériot. Le brevet militaire est établi en 1911. Dans le même temps, on note à la fois un fort engouement pour les plus lourds que l'air de la part des élites sociales et financières et une véritable admiration populaire. Jusqu'en 1914, voler relève de l'artisanat et de l'exploit sportif. L'évolution technique va trop vite pour s'intégrer dans la formation aux divers niveaux des militaires. Néanmoins, quelques officiers curieux des armes savantes, artillerie et sapeurs, présentent tout le potentiel de ces nouvelles machines qu'ils adaptent à l'univers militaire. En 1914, pourtant, dès les premiers engagements, et malgré ses limites, l'avion fait la preuve qu'il permet des actions militaires réelles qui sont directement remarquées, et le couple avion-canon montre déjà ses capacités. Côté allemand, le premier raid aérien sur Paris, le 30 août 14, a lieu lorsqu'un Taube largue 4 bombes et une série de tracts sur la capitale. L'effet militaire est nul, aucun blessé, mais l'impact psychologique indéniable. À Tannenberg, les Allemands obtiennent l'avantage grâce à 2 nouvelles technologies. Les écoutes radio facilitent l'acquisition du renseignement et l'avion de reconnaissance permet de connaître la manœuvre russe, clé de la victoire des Allemands. Côté français, le 3 septembre, la reconnaissance aérienne permet de connaître l'inflexion de la manœuvre allemande et pousse le GQG français à reprendre l'initiative sur la Marne. Non moins essentiel, le 8 septembre, l'observation et le réglage de l'artillerie par avion, avec encore des messages lestés, amènent à la destruction de la moitié de l'artillerie du 16e corps allemand. Le 5 octobre 1914, enfin, un avion français abat un appareil allemand. C'est la première victoire aérienne officielle et le début du combat aérien. Pourtant, en 1914, l'avion, comme l'artillerie, reste un accessoire au sens où l'entendait Guibert au XVIIIe siècle. En effet, jusqu'en 1914, de l'école de guerre aux journalistes, des régiments aux conversations populaires, l'infanterie est la reine des batailles. L'artillerie n'est alors conçue que comme une arme d'appoint. Il n'y a rien de fondamentalement différent au début de la Grande Guerre avec ce qu'écrivait Guibert en 1772 dans son essai de général tactique. Je cite, « L'artillerie est la 3e arme des armées, ou pour parler plus juste, elle est un accessoire utile et important à la force des troupes qui composent les armées, comprendre l'infanterie et la cavalerie. » En 1914, sur la Marne, le combat décisif est recherché dans une unité de lieu et d'action. C'est la dernière bataille du XIXe siècle. Le canon de 75 tire à 4 km en accompagnement de l'infanterie. Et pour tirer à 4 km, l'observation aérienne n'est donc pas encore nécessaire. Il n'y a pas de manœuvre d'artillerie ni d'action d'ensemble au niveau des armées et des corps d'armée. L'armée française à la mobilisation s'articule en 186 divisions, mais il s'agit plus d'une agrégation d'unités pour un combat à vue que d'une organisation prenant en compte la profondeur tactique du terrain. Les corps d'armée sont surtout des structures qui s'inscrivent territorialement et constituent la base de la mobilisation. Sur le champ de bataille, ils ne sont pas réellement un échelon constitutif de la manœuvre et des feux, c'est-à-dire de l'organisation et de la gestion des tirs. La doctrine officielle ne prévoit alors l'emploi de l'aviation qu'à l'échelon armé ou corps d'armée comme un moyen de reconnaissance. Et les performances des avions, vitesse, plafond, autonomie, ne les destinent pas encore à devenir des moyens de combat, même si certains aviateurs parviennent à lancer sur l'adversaire des bombes improvisées ou de redoutables fléchettes. Pourtant, au second semestre 1914, les principales spécialités sont progressivement structurées, dotées d'appareils de plus en plus spécialisés et leurs missions réglementairement définies. Observation, renseignement, chasse, bombardement. Parallèlement, l'immobilisation du front à l'issue de la course à la mer impose de tirer loin, donc de voir loin grâce à l'avion. Néanmoins, le problème de la liaison de l'avion avec le sol soulève encore des difficultés. Comme nous l'avons vu, les premiers essais de TSF réalisés à partir de 1911 sont peu concluants. L'appareil est lourd de 30 à 40 kg, alors que la puissance des moteurs d'avion ne permet que d'emporter de faibles charges. Et si l'émission en morse est relativement facile, la réception est quasi impossible, faute d'ampli. Si en 1915 l'avion émet, il ne reçoit pas, faute de capacité à amplifier le signal, et le sol répond encore avec des signaux faits de panneaux de toile. Les progrès de la télégraphie sans fil accompagnent ceux de la météo, avec l'usage des ballons-sondes, et surtout ceux des avions et de leurs moteurs, et des possibilités de vol. Pourtant, si les postes TSF ne sont pas encore performants, c'est bien en 1915 qu'émerge le concept général ou triptyque
artillerie, avion, TSF. Et ce changement devient effectif en 1916. Au début de 1915, les certitudes des cours de l'école de guerre s'écroulent. L'infanterie n'est plus en mesure d'emporter la décision. De leur côté, les cavaliers, prisonniers de la gloire, ont montré lors des tentatives de débordement mutuel jusqu'à la mer du Nord que la cavalerie était peu adaptée à cette nouvelle guerre du mouvement et du feu. Et elle s'avère même peu utile sur un front stabilisé. Le dirigeable devait être un bon outil de renseignement. Il fait très vite preuve de vulnérabilité et il est affecté à la surveillance, non pas du champ de bataille, mais des côtes. En revanche, le ballon captif était considéré comme dépassé dans la doctrine de la guerre dynamique et rapide voulue par l'état-major. La guerre de position lui redonne une légitimité. L'artillerie qui tirait devant elle, au service de l'infanterie, doit maintenant tirer dans la profondeur du champ de bataille. Après un an de combat sans issue, il faut attendre l'automne de 1915 pour que quelques généraux comme Foch, Pétain, Urbal, Fayolle comprennent qu'il faut changer de paradigme, car il est impossible d'emporter la décision uniquement par l'allant de l'infanterie. Le principe du rôle de l'aéronautique apparaît alors nettement, en particulier dans sa liaison avec l'artillerie. Le règlement du 12 août 1915 sur l'emploi de l'aviation, en liaison avec l'artillerie lourde, stipule que le nombre de sous-groupements d'artillerie lourde à créer dans un secteur est égal au nombre d'avions TSF que l'on peut y mettre en place. Et Foch résume la situation dans une note du 6 décembre 1915, je cite, « À côté de nos avions d'observation, il faut donc des appareils de combat et d'attaque capables de les protéger en luttant contre les appareils ennemis et munis dans ce but des moyens appropriés et développés, mitrailleuses, vitesse. La maîtrise de l'air, à ce moment, paraît être le seul procédé pour rendre à l'artillerie l'efficacité sans laquelle notre infanterie, même après des succès, est mise en péril. Un effort sérieux semble devoir être demandé en ce sens à l'aviation, qu'elle reporte sur le champ de bataille où se concentrent les efforts de tous, parce que la guerre s'y décide, l'activité qu'il emporte aujourd'hui dans des bombardements plus ou moins lointains, dans des actions dispersées et des efforts par là stériles. Elle y assurera à notre artillerie l'efficacité qui décidera du sort de notre infanterie, c'est-à-dire de la lutte. Peu à peu se met en place la bataille méthodique et scientifique, d'abord à Verdun puis dans la Somme, et enfin dans les offensives de l'été et de l'automne 1918. Il faut tirer plus loin que le canon de 75 pour prendre l'ascendant sur l'ennemi. L'artillerie n'est plus un accessoire, mais intègre une manœuvre interarmes dans laquelle la manœuvre des feux n'est plus seulement un appui à l'infanterie. Pour cela, les observatoires et l'horizon terrestre sont insuffisants. Le rôle de l'avion et de l'aérostation est alors évident. Ils deviennent les yeux de l'artillerie. L'avion, à son tour, n'est plus un accessoire, mais un élément essentiel, lui aussi, de la manœuvre interarmes. Côté français, l'année 1916 est marquée par deux événements majeurs. Une bataille subie, celle de Verdun, et une bataille préparée, celle de la Somme. En 1916, la notion de suprématie aérienne est développée par les Allemands lors de l'offensive de février contre Verdun. Dès le début de la bataille de Verdun, l'artillerie française est aveugle car elle a perdu ses observatoires aériens, ballons, avions, alors que le compartimentage du terrain ne favorise pas les observations terrestres. À Verdun, on comprend donc rapidement que la bataille au sol n'est possible que si l'on dispose d'abord d'observatoires aériens, de ballons et d'avions. En vue de la reprise du terrain perdu sur les côtes de Meuse et pour répondre aux besoins de protection des ballons et des autres avions, les chasseurs conquièrent à Verdun en 1916 la supériorité aérienne. Ayant renoncé à leurs chevaux, nombre de cavaliers ont rejoint l'aéronautique, pilotant leur Newport et leur Spad. Maîtres de l'air, les As, tels que Fonck, Nechenser, Guimer ou côté allemand Richthofen, sont depuis le début de la guerre entrés dans la légende au prix de pertes sévères, un tiers des pilotes tués pour l'aviation française. Présentés comme les chevaliers du ciel, les pilotes de chasse sont utilisés par la propagande, mais ils masquent ainsi l'action d'ensemble de l'aéronautique. Car en fait, Verdun marque la véritable naissance de la chasse et la fin des exploits individuels des As. Dès le mois de mars 1916, la réaction française fait du combat aérien une manœuvre collective conduite par des escadrilles. La chasse devient une action d'ensemble, cohérente et conjuguée. Le rôle de l'avion est alors évident. Le général Pétain l'a bien compris, qui donne pour mission au commandant de Rose « Je suis aveugle, balayez-moi le ciel ». L'idée est simple, mais les modalités de protection des appareils d'observation et de réglage sont plus polémiques. Doivent-ils être protégés directement ou de façon indirecte?
toute la bataille aérienne de Verdun est sous-tendue par cette question. L'aviation d'observation permet de régler les tirs d'artillerie, rôle essentiel pendant la phase de préparation des grandes offensives, tandis que les photographies aériennes deviennent indispensables aux états-majors pour suivre le détail des évolutions du front. Au quotidien, les missions des aviateurs permettent la mise à jour des canevas de tir, des plans directeurs et des cartes fournissant le détail du réseau des tranchées. L'étonnante collection d'appareils photographiques pour avions conservée au Musée de l'air et de l'espace témoigne de ces avancées ou prouesses technologiques. De leur côté, par les bombardements stratégiques sur les arrières de l'ennemi, principalement sur les postes de commandement, les batteries d'artillerie lourde, les carrefours ferroviaires, les bombardiers usent d'une arme psychologique au fort retentissement. Ces bombardements, souvent de nuit, ne vont pas sans provoquer des dégâts que les générations suivantes qualifieront de collatéraux. Il s'agit bien sûr des personnes, Français vivant dans les territoires occupés par l'adversaire depuis 45 ans et tués par des munitions françaises. La question touche également aux biens, avec la destruction des installations industrielles qui sont la propriété de grandes dynasties françaises, mais situées de l'autre côté de la frontière. Par ailleurs, le bombardement doit-il avoir pour objectif un centre populé pour des tirs de représailles aux actions conduites par les Zeppelins sur la ville de Paris ou par les avions allemands sur les villes proches du front? Ou bien faut-il plutôt limiter, voire interdire ce type d'opération? Exécuté comme une réplique aux lourdes pertes subies par la population urbaine de l'Est, près de 100 tués et blessés, notamment à Bar-le-Duc, le bombardement de la ville de Karlsruhe le 22 juin 1916 par la C-66 du capitaine de Kérylis provoque la mort de 110 personnes et en blesse 123. L'émotion considérable soulevée en Allemagne conduit néanmoins à l'arrêt provisoire des bombardements allemands sur les villes françaises jusqu'à la fin de l'année 1916. En même temps que se déroule la bataille de Verdun, le groupe d'armées du Nord, le GAN, réfléchit aux évolutions doctrinales pour préparer la bataille de la Somme. L'année 1916 est ainsi profondément marquée par de nouveaux cycles de formation et d'instruction. Le GAN entre dans cette nouvelle expérience. Encore balbutiant, le combat interarmes est étudié et enseigné. La bataille devient scientifique et méthodique. L'aéronautique participe alors à ce processus au même titre que les autres armes. Il faut désapprendre que l'allant et le courage de l'infanterie seraient suffisants. Le GAN diffuse des instructions pour faire prendre conscience aux divers échelons de ces changements de tactique, aussi bien au niveau du chef de section d'infanterie qu'à celui du général commandant l'artillerie lourde d'un corps d'armée. Il apparaît nettement que l'artillerie doit chercher des objectifs dans la profondeur du champ de bataille. Cela n'est possible que par les renseignements obtenus grâce aux avions, qui sont seuls ensuite en mesure de régler les tirs. Toutefois, le traitement d'objectifs dans la profondeur peut aussi s'obtenir par l'aviation de bombardement. Celle-ci doit-elle mener une guerre indépendante de la manœuvre technique terrestre ou bien s'articuler avec les feux dans la profondeur de l'artillerie? Les bombardements des villes allemandes ont-ils une réelle utilité sur le déroulement des combats? En 1917, équipée d'avions voisins, Farman, Caudron et Caproni, l'aviation de bombardement connaît une évolution sensible avec la mise en service d'un avion biplace Breguet de toute nouvelle conception, le type BR-14, équipé d'un moteur Renault. Initialement dédié à la reconnaissance, cet avion est également connu dans sa version bombardement, construite par les usines Michelin à partir de mai 1917. Dès juillet 17, tirant les enseignements de l'échec de l'offensive du chemin des Dames, au cours de laquelle les pilotes français avaient tenté d'aller chercher loin au-delà des lignes la supériorité aérienne, le général Pétain assigne comme mission à l'aviation de bombardement d'intervenir directement en appui de la bataille terrestre, comme les autres armes, avec un emploi en masse des avions, de jour comme de nuit, notamment contre les réserves de l'ennemi. Mise en place en 1916, d'abord à Verdun, puis dans la Somme, la bataille méthodique et scientifique voit sa pleine application dans les offensives de l'été et de l'automne 1918, la tactique générale ayant évolué sous la pression des événements et des contraintes. Sans parler de ce qui fera l'objet d'une prochaine communication, j'évoque simplement le fait que l'artillerie est totalement intégrée dans cette nouvelle tactique avec des moyens dédiés à chaque niveau. Appui des 3 régiments d'infanterie de la division par 3 groupes de 75, l'échelon brigade a été supprimé, la division compte aussi un groupe d'artillerie lourde et une escadrille d'avions. Désormais, le corps d'armée regroupe 2 à 3 divisions et en coordonne l'action. Pour le réglage des tirs de l'artillerie, le corps d'armée compte 2 à 3 escadrilles d'avions et 1 ou 2 compagnies d'aérostiers sur ballons de type CACO.
Formée de plusieurs corps d'armée, l'armée est elle-même dotée de moyens qui lui sont spécifiques, en particulier d'artillerie à longue portée. L'armée est donc elle aussi dotée d'un état-major d'artillerie et de moyens aériens organiques pour le réglage des tirs d'une portée désormais de 20 à 30 km. Le volume des troupes affectées à l'aéronautique a été quant à lui multiplié par 6. Par exemple, jusqu'en 1916, la 13e division d'infanterie n'a bénéficié d'aucun moyen aérien. À Verdun, en mars, elle est appuyée par un peu plus de 3 avions. Dans la Somme, en août, ce sont 8 avions. Et en octobre 1917, lors des offensives de la Malmaison, il y a près de 10 appareils pour un effectif de troupes au sol à peu près similaire de 15 000 hommes. La bataille n'est plus constituée par une juxtaposition de régiments d'infanterie appuyés à courte distance par une artillerie légère, mais une organisation pyramidale qui met en œuvre des plans de feu allant des canons d'accompagnement d'infanterie tirant à quelques centaines de mètres, on vient d'en parler, jusqu'aux pièces à longue portée envoyant des obus à plusieurs dizaines de kilomètres. Cet étagement des tirs dans la profondeur des dispositifs adverses demande une organisation adaptée, à la fois centralisée, mais aussi capable de subsidiarité. L'avion trouve alors sa place parce que les doctrines d'emploi changent et incluent la 3e dimension, et parce que les évolutions techniques de l'aéronautique, par itération, jouent sur son emploi dans le cadre de l'action interarmes. En somme, si la bataille de la Marne de 1914 est la dernière du XIXe siècle, car elle se déroule à pied, à cheval, bref, à plat en 2 dimensions, la bataille de la Marne de 1918 est la première du XXe siècle. Elle préfigure tous les combats du siècle. Sur la Marne, en 1918, la bataille est aéroterrestre. Elle se déroule sur un théâtre de plusieurs centaines de kilomètres carrés, pendant plusieurs jours. Elle s'inscrit donc dans les 3 dimensions. Cela n'a été possible que grâce à 2 technologies qui se conjuguent, l'avion et la radio. Et cela a pour conséquence de dilater le champ de bataille, de l'étendre en 3D. Dilater au sol avec l'organisation échelonnée, en régiments, divisions, corps d'armée et armée. Dilater entre avant et arrière. Dilaté par des tirs appliqués de plus en plus loin, à plus de 20 km. Dilaté avec des bases arrières de plus en plus lourdes. Dilaté par l'aviation d'observation ou de réglage qui voit de plus en plus loin vers l'avant. Dilaté par l'aviation de bombardement qui cherche des objectifs de plus en plus loin. Dilaté en altitude enfin, avec la bulle des différents niveaux des moyens aériens qui sont étagés en interaction réciproque. Ballons captifs, avions d'observation, avions de chasse, avions de bombardement. En 1918, les avions de reconnaissance pour le réglage des tirs sont munis d'un poste émetteur-récepteur perfectionné grâce à la lampe TLM qui permet des réglages fins, parfois pièce par pièce, exigeant précision et temps. Pour une bonne cohérence du dispositif et l'emploi optimal du matériel, l'ensemble des observateurs aériens est placé sous les ordres du commandant de l'aéronautique du corps d'armée, en lien étroit avec le commandement de l'artillerie. Ainsi, en 1918, l'organisation générale de l'aéronautique est modifiée pour être articulée en grandes unités, comptant un grand nombre d'avions. En février 1918, pour permettre une intervention systématique, massive et continue de l'aviation de bombardement, le commandement concentre les moyens en répartissant les avions en 9 escadres de bombardement, fortes chacune de 150 appareils. Regroupées au sein d'escadres de combat, les aviations de chasse et de bombardement qui se renforcent et se protègent mutuellement sont en mesure de conquérir la supériorité aérienne par la destruction des avions ennemis, puis de participer à la bataille terrestre. La concentration permet également la mobilité entre les terrains d'aviation aménagés et la manœuvre pour faire intervenir l'aviation là où elle est attendue dans la bataille au rythme des combats terrestres. En mars 1918, une escadre de combat et une escadre de bombardement de jour réunies forment les groupements Ménard et Fécamp qui interviennent en Picardie. Une étape supplémentaire est franchie le 14 mai 1918 avec la création sous les ordres du colonel Duval de la division aérienne regroupant 600 avions. Outre les groupements Ménard et Fécamp, elle engerbe les groupements de bombardement de nuit Chabert et Villomé. Le 8 août, jour de deuil de l'armée allemande, 1200 avions contribuent, avec les 500 chars engagés au sol, à l'avance des forces alliées. Réarticulée en une brigade de bombardement de jour et 2 escadres de chasse, la division aérienne apporte une contribution décisive aux offensives de l'été 1918, puis à celles de l'automne, en complément d'une autre arme nouvelle qui se développe à partir de 1917, les chars d'assaut ou artillerie spéciale qui ont été évoqués.
Mise à la disposition du général Pershing, près de 1500 appareils, dont 600 de la division aérienne, sont également engagés en septembre dans la réduction du salient de Saint-Mihiel, un mois avant la fin des hostilités. Il est même créé un corps de bombardement interallié. Au moment de l'armistice, la France dispose de 3700 avions et de près de 300 escadrilles, dont 52 de bombardement. L'aéronautique de renseignement comprend 1600 avions, groupés en 150 escadrilles de 10 avions, et 78 compagnies d'aérostiers mettant en œuvre des ballons. Il faut attendre les grandes offensives de 1918 pour que l'aéronautique trouve, à travers ses diverses composantes, sa place dans le combat interarmes. À quel niveau doit donc se situer la bataille aérienne ? Est-elle intimement liée au combat terrestre ou est-elle indépendante ? Ces questions nées en 1916 et imparfaitement résolues encore en 1918 traversent tout le XXe siècle. Ces constats expliquent en partie les difficultés de l'entre-deux-guerres et les débats entre terriens et aviateurs à propos de l'emploi de l'aviation au profit des troupes au sol. Ils donnent également quelques éléments sur l'échec de la campagne de mai et juin 40, au moment où l'équation terrain, temps, troupes a été mal interarmisée en France, contrairement à ce qu'a fait la Wehrmacht. Je vous remercie de votre attention. Merci donc aux trois intervenants pour leur communication sur ces innovations remarquables qui ont été effectuées sur le champ de bataille et qui sont telles que l'on peut dire finalement que l'armée française de 1914 est plus proche des armées napoléoniennes que de l'armée de 1918. Voilà. Alors, une pause de 5 minutes sur place avant de reprendre avec la table ronde suivante, sachant que les questions... le général d'Anselme autorise une question. Qui veut être suffisamment fort? Personne n'ose. Une question. Budget de l'aéronautique. J'ai pas de chiffres à vous donner. Je n'ai pas préparé ça du tout.